Bonjour à vous voyageurs. En 2015, une équipe de chercheurs menée par un scientifique français découvrit en Amazonie une cité vieille de 2500 ans dont personne jusque-là ne soupçonnait l'existence. Presque un siècle plus tôt, en 1925, Percy Fawcett partit lui à la recherche de la fameuse cité Z qu'il décrivait comme recouverte d'or et d'argent. Ni l'un ni l'autre ne s'intéressait à cette forêt par hasard, car elle est pleine de mystères, et ces cités n'en sont que la partie la plus visible. Au programme de cet épisode, cryptides, disparitions étranges et entrée du monde souterrain d'Agartha. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'enquête sur des lieux étranges et j'étudie les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Il y a une étrange bravoure à croire quand personne d'autre ne le fait. Imaginez un monde où des arbres marchent et où des fleurs sans racines produisent de la chaleur. Un écosystème où l'on peut voir des dauphins roses et où des créatures étranges sifflent tellement fort qu'elles semblent pouvoir nous paralyser. Je ne vous décris pas un décor de science-fiction, mais bien la réalité des terres d'Amazonie. Au long de mes recherches, j'ai découvert un univers que je ne pensais exister que dans les films. Je vous assure, c'est vraiment dingue. Pour commencer, nous allons faire la différence entre l'Amazonie, ou le bassin amazonien, et la forêt amazonienne en elle-même. En fait, l'Amazonie, c'est la région qui comprend le fleuve Amazone et ses affluents. C'est une région naturelle d'Amérique du Sud qui s'étend sur plusieurs pays, dont le Brésil, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela et la Guyane. La forêt amazonienne, quant à elle, couvre la plus grande partie de cette superficie et il faut quand même s'imaginer que c'est l'équivalent de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois la France environ. La forêt inexplorée de l'Amazonie est extrêmement dense et très difficile à parcourir. On pense encore aujourd'hui qu'elle abrite des centaines, voire des milliers d'espèces que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas encore répertoriées. Et à vrai dire, les peuples indigènes nomades sont les seuls à connaître les potentiels habitants de ce royaume mystérieux. Cependant, le sombre paradis amazonien n'est pas exempt de dangers, comme l'on peut le voir avec les nombreux scientifiques qui ont perdu la vie en cherchant à l'explorer. En fait, c'est un monde à part avec ses propres règles. Pour vous habituer au lieu, laissez-moi d'abord vous présenter deux invités, la Rafflesia et le Cachapona. Alors ce ne sont pas des animaux étranges, on y arrive, mais ce sont des plantes. La première, la Rafflesia, est certainement la fleur, même si ce n'est pas vraiment une fleur, la plus étrange au monde. Tout d'abord, elle n'a ni racines ni feuilles. Ensuite, elle ne produit pas de la photosynthèse, mais de la chaleur. Troisièmement, c'est une plante parasite. Enfin, elle dégage une odeur affreuse de viande en décomposition, tout en produisant de la chaleur. Et puis, comme on est dans un monde fantastique, sachez aussi qu'elle peut quand même atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Le Cachapona, quant à lui, on l'appelle le palmier marcheur. C'est une vraie curiosité de la forêt amazonienne. Et ce palmier se déplace littéralement. En fait, c'est dû à la structure asymétrique de ses racines qui poussent en fonction de l'orientation du tronc de l'arbre qui lui-même s'oriente vers la lumière. Et s'il rencontre un obstacle, eh bien écoutez, il fait tomber ses racines et en fait pousser de nouvelles. Il a donc en quelque sorte des jambes qui lui permettent de se déplacer. On est bien d'accord que là c'est vraiment bizarre, mais c'est juste les plantes. Laissez-moi vous présenter les animaux. Dans la rivière Amazone, on trouve bien évidemment des choses extrêmement étranges. Alors je ne vous présente pas les traditionnels crocodiles, piranhas, requins, anguilles électriques, mais il y a aussi le candirou qui est un poisson ayant la particularité d'être nécrophage et parasite. Charmant, n'est-ce pas ? Et messieurs, bouchez-vous les oreilles parce que ce même poisson, qui est parfois appelé le vampire de l'Amazonie, est connu pour remonter les flux d'urine et se loger dans
Ah, voilà, vous imaginez. Du coup, pas d'illustration sur ce poisson. Mais même les animaux mignons sont flippants. Alors, il y a la loutre géante, qui peut quand même mesurer jusqu'à 1,50 m et peser 26 kg. Elle est carnivore, évidemment. Et puis, des dauphins roses. Enfin, je vous assure, c'est vraiment une autre planète, en fait. Il y a donc des dauphins roses dans la rivière Amazone, qui cohabitent avec les anguilles électriques, les requins, les crocodiles, tout ça. Et en fait, ces dauphins roses sont connus pour être assez farceurs et pour en tout cas rentrer facilement en contact avec l'être humain. Et leur truc préféré, c'est de renverser les pirogues. Voilà. Donc je suppose qu'après, ils mangent du popcorn en attendant le poisson candirou et ils regardent les hommes tétanisés à l'idée de ne pas pouvoir remonter rapidement sur leur pirogue. Du coup, lorsqu'en 1545, le conquistador Francisco de Orellana décide, avec sa femme Anna de Ayala, de partir à la conquête de l'Amazonie, il aurait peut-être dû se renseigner un peu avant. Alors certes, c'était un aventurier aguerri qui avait déjà perdu un œil alors qu'il était gouverneur lors d'une bataille. Mais c'était surtout un chercheur de trésors. Et les trésors qu'il cherchait, c'était notamment la cannelle qui, à l'époque, valait plus cher que l'or. Mais à défaut d'être informé, écouter les signes quand tout semble de mauvais augure peut parfois aussi être une bonne idée. Parce que 2 des 3 navires qui l'accompagnaient quand il est arrivé ont sombré en mer. Il a quand même décidé de se faire reconstruire un bateau pour remonter le fleuve. Lors de l'expédition suivante, il perd la plupart de ses hommes. Eh bien, il insiste. Le campement déserté avec le peu d'hommes qui lui restaient, qui étaient affamés, se fait attaquer par des Indiens Caraïbes. Il fut blessé ainsi que 17 de ses hommes qui restaient. Malheureusement, il décéda atteint d'une flèche empoisonnée dans les bras de sa femme. Gaspard de Carvajal, moine et chroniqueur de l'expédition, raconte qu'ils furent attaqués alors qu'ils remontaient le fleuve en bateau. Alors il est possible que ce soit des hommes avec des cheveux longs ou des femmes de la tribu des Tapuyas qui étaient connus pour les rejoindre sur le front. Et c'est ainsi que l'on identifia ces guerrières à celles bien connues de la mythologie grecque. Le nom du fleuve Amazone était donné et il resta. J'avais bien dit qu'il fallait écouter son instinct. Quand tout semble comploter parfois pour que cela se passe mal, il ne faut certainement pas insister. C'est peut-être ce qu'aurait dû faire Percy Fawcett. Mais cet aventurier était guidé par bien plus qu'une soif de trésor. Il était guidé par une révélation, par une vision au sujet de l'Amazonie. Il était à la recherche de la cité Z. Alors, il n'y a cependant aucune chance pour que les recherches menées par le Français Stéphane Rostin soient cette fameuse cité. Ce sont des recherches qui ont été faites au lidar, qui font apparaître plus de 6000 monticules sur une zone de 300 km² avec en fait une rue principale qui traverse une zone urbaine. Mais c'est sur le site de Copueno, dans la vallée du Pano, en Équateur. Je vous l'ai dit, la forêt amazonienne est extrêmement vaste et elle touche plusieurs pays différents. En fait, la cité Z, elle, serait bien plus loin, à environ 2600 km de là. En 1906, la Royal Geographical Society, une organisation britannique qui finance des expéditions scientifiques, invita Fawcett à cartographier une partie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Il passa 18 mois dans la région du Mato Grosso et c'est au cours de ces différentes expéditions qu'il devint obsédé Il passa 18 mois dans la région du Mato Grosso et c'est au cours de ces différentes expéditions qu'il devint totalement obsédé par l'idée de civilisation perdue dans cette région. En 1912, Fawcett élabora des théories sur une cité qu'il baptisa la cité Z. Et sa conviction fut en partie nourrie par la redécouverte en 1911 de la cité perdue des Incas, le Machu Picchu, dissimulé dans les montagnes des Andes au Pérou.
Au cours de ses voyages, Fawcett entendit également des rumeurs sur une cité perdue dans la jungle dont les rues auraient été pavées d'argent et les toits recouverts d'or. Concernant Z, Fawcett avait une idée très précise de ce à quoi elle pouvait ressembler, ce qu'il décrit dans une lettre à son fils Brian. Il dit « Je m'attends à ce que les ruines soient monolithiques dans leur nature, plus anciennes que les découvertes égyptiennes les plus anciennes. Il existe des rumeurs concernant une étrange source de lumière dans les bâtiments, un phénomène qui a terrifié les Indiens, l'affirmant l'avoir vu. Le lieu central que j'appelle Z, notre objectif principal, se trouve dans une vallée surmontée de hautes montagnes. La vallée mesure environ 16 km de large et la ville est située sur une hauteur en son centre, accessible par une route pavée de pierres en forme de voûte. Les maisons sont basses et dépourvues de fenêtres et il y a un temple pyramidal. Et si ces descriptions résonnent en vous, c'est normal. Il y a une légende qui raconte qu'une partie des scénarios d'Indiana Jones serait inspirée de cette fameuse description de la cité Z. Alors effectivement, si les scénaristes en eux-mêmes n'ont jamais confirmé cela, on retrouve dans le film Indiana Jones et les secrets de l'Arche perdue une référence évidente aux recherches de Percy Fawcett. Mais Indiana Jones n'est pas le seul à avoir été inspiré de cette cité Z. Il y a aussi des héros de BD comme Bob Moran, Hugo Pratt et Corto Maltese qui sont partis sur ces traces. Et puis il faut dire que la vie de Fawcett a tout pour faire rêver. Et les descriptions qu'il va trouver dans un mystérieux manuscrit vont encore renforcer sa conviction. Car en 1914, il va trouver à la bibliothèque de Rio de Janeiro un manuscrit intitulé Manuscrit 512. Daté de 1753, ce manuscrit raconte les pérégrinations d'un aventurier portugais prétendant avoir découvert une très ancienne cité dans la région de la montagne du Ronfleur, à l'est du Rio Xingu. Voilà ce qu'il y est écrit. Après de longues et fatigantes errances, motivés par la convoitise de l'or et presque perdus pendant des années dans cette vaste étendue sauvage, nous découvrîmes une chaîne de montagnes si haute qu'elle semblait gratter le royaume éthéré et servir de trône au vent sous les étoiles. De loin, leur éclat inspirait une grande révérence, particulièrement lorsque les rayons du soleil donnaient l'impression que des cristaux formant leurs roches étaient en feu. Nous avançâmes dans une rue et arrivâmes à une place bien proportionnée où se dressait au centre une colonne de pierre noire d'une grandeur extraordinaire, surmontée de la statue d'un homme, une main posée sur sa hanche gauche et le bras droit tendu, pointant l'index vers le pôle Nord. À chaque coin de la place s'élevait un obélisque semblable à ceux des Romains, bien que beaucoup soient endommagés, comme par des éclairs. L'Amazonie et ses secrets. Fantasmes, vérités, trésors cachés. Je parle depuis le début de se préparer à d'éventuels dangers, ceci étant forcément à la hauteur des merveilles que l'on peut y trouver. Si les équipes que je mentionne connaissaient forcément l'existence d'insectes qui sont réputés pour être extrêmement agressifs dans la jungle, ils connaissaient aussi l'existence des animaux dont je vous ai parlé dans l'Amazonie, mais je n'ai pas parlé des autres animaux, où il y a le boa constrictor, le jaguar, des anacondas, des pumas. Bon. Mais ça, ce sont juste les animaux normaux. Il y a aussi énormément de cryptides. Et je vous parlais au début d'un sifflement. Imaginez rencontrer El Tunchi. La jungle est étrangement calme ce soir-là. Le chant des oiseaux s'estompe et seul un souffle de vent caresse les feuillages. Soudain, vous entendez quelque chose qui ne ressemble en rien au son que vous entendez d'habitude. Un sifflement s'élève, faible et lointain. Ce son n'a rien d'anodin. On raconte que c'est l'appel d'un esprit malveillant qui rôde dans cette forêt infinie. Et votre sang se glace en repensant aux légendes des anciens. Vous vous souvenez des paroles de Tupanari, ce vieil homme à la voix grave qui vous avait rassemblé près du feu
cette nuit où la jungle semblait retenir son souffle. Il disait que cet esprit était né des âmes perdues, celles qui avaient péri dans cette forêt sans retour. Puis elle avait baissé la voix, comme pour vous confier un secret. Certains racontent qu'il était un homme condamné à errer à jamais après s'être égaré seul jusqu'à son dernier souffle. Sur le coup, vous ne le croyez pas vraiment, mais maintenant que vous entendez ce sifflement, il vous terrorise. Peu importe son origine, ce qui est sûr, c'est que quelque chose vous guette, tapis dans l'ombre. Le sifflement se fait plus fort, plus aigu, pénétrant jusqu'au plus profond de votre esprit. Une étrange envie vous saisit. Répondre. Vous luttez, bien que la tentation soit extrêmement forte, car vous savez que ceux qui répondent au sifflement d'El Tounchi ne reviennent jamais. El Tounchi n'a pas d'apparence précise en fait. Certains parlent d'une ombre se fondant dans le paysage, d'autres décrivent un homme avec une apparence décharnée, des vêtements en lambeaux et un visage marqué par une souffrance indicible. Et puis il semble que partout où il y a une forêt, il y a aussi des récits d'un grand animal bipède rôdant dans les parages. En Amérique du Nord, c'est le Sasquatch. Dans l'Himalaya, on parle du Yéti. Et dans la jungle amazonienne, cette bête est connue sous le nom de Mapingari. Alors cependant, le Mapingari est assez différent des autres créatures. Il est assez grand, humanoïde, avec une fourrure, mais surtout, il n'a qu'un seul œil au milieu du visage et une bouche béante au milieu du thorax. Il poursuit agressivement les humains au lieu de les fuir. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est assez grand, qu'il a une odeur assez forte d'ail et qu'il possède une peau avec sa fourrure absolument impénétrable. Il serait impossible de le toucher avec des armes ou avec des flèches. Et puis, sans grande surprise, on retrouve aussi la légende d'une créature mi-homme, mi-bête. Ici, c'est une créature mi-homme, mi-loup. Alors ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Beaucoup de personnes en témoignent. Nous en avons déjà parlé dans la bête de Bray Road. Je vous mets le lien ici si vous voulez approfondir. Dans l'Amazonie, il s'appelle le lobison. Il ressemble à un loup-garou. Il est connu sous plusieurs noms, dont louison, louison et lobison. En fait, les récits de cette bête se trouvent dans toute l'Amérique du Sud. Le plus souvent, le lobison est décrit comme un homme mi-loup avec des yeux rouges et des dents acérées comme des rasoirs. Il n'est pas difficile en matière de nourriture et il dévore les morts comme les vivants. Cependant, contrairement aux autres mythes sur ce genre de loup-garou, on ne devient pas lobison en étant mordu par une de ces bêtes. En fait, le lobison est le 7e fils consécutif d'une famille. Il se manifeste généralement au cours du 13e anniversaire du jeune garçon qui alors commence à se transformer. Est-ce que ces créatures ont joué un rôle dans la destinée de Perry Fawcett ? Le 29 mai 2025, Fawcett et son équipe sont arrivés à la frontière d'un territoire inexploré, observant des jungles donc qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais vus. L'expédition avait déclaré que cela devait prendre environ 1 an, et donc quand au bout de 2 ans on n'avait toujours pas de nouvelles d'eux, eh bien on a commencé à s'inquiéter. De nombreuses missions de sauvetage furent lancées pour essayer de retrouver l'explorateur et son équipe. Malgré les souhaits qu'avait émis Fawcett de ne pas être recherché, ça il l'avait bien dit. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles subiront la même chose que l'explorateur, c'est-à-dire qu'elles disparaîtront, elles décéderont en étant sur ses traces. Par exemple, un journaliste nommé Albert de Winton partit à la recherche de Fawcett avec son équipe et ne fut jamais revu. En tout, ce sont 13 expéditions qui furent lancées pour tenter de découvrir ce qui était advenu de Fawcett, et plus de 100 personnes perdirent la vie ou disparurent dans la jungle aux côtés de l'explorateur. Des milliers de personnes d'ailleurs se présentèrent pour participer à ces expéditions et des dizaines partirent à sa recherche pendant des décennies.
Cependant, on ne le retrouva jamais malgré tous ses efforts déployés. Est-il possible que Fawcett ait tout simplement disparu, suivant les chemins pavés d'or et d'argent de la cité Z, pour un monde meilleur? Et là, je ne parle pas du paradis, mais bien d'Agartha, le royaume souterrain, dont une des entrées est précisée comme étant possiblement au Mato Grosso, où justement il cherchait la cité Z. Car au cœur de l'Amazonie se murmure l'existence d'une entrée secrète menant à un monde défiant l'imagination. Un monde souterrain, ancien, caché depuis la nuit des temps, l'Agartha. Donc il y a de très nombreuses entrées de ce monde souterrain qui sont répertoriées de par le monde. J'ai réalisé une carte pour que vous puissiez les voir et peut-être que nous aurons l'opportunité de toutes les explorer à l'occasion de mes prochaines vidéos. On peut facilement imaginer que Fawcett se soit aventuré plus loin qu'il n'en avait l'habitude et qu'il ait trouvé l'entrée de cet endroit qui jusque-là n'était précisé que dans des légendes. Et puis cela pourrait peut-être expliquer aussi le fait qu'il avait spécifiquement demandé à ce que l'on ne le suive pas et à ce que l'on ne cherche pas à le retrouver si jamais il venait à disparaître. Selon certaines croyances en fait mystiques ou bouddhistes, Agartha est un royaume caché, un lieu où la paix et la connaissance se rencontrent, protégé par des êtres spirituels et des gardiens invisibles. Un monde où le temps semble suspendu, où des soleils intérieurs brillent sur des lacs cristallins, où des palais de cristal se dressent pour une harmonie parfaite. Et d'ailleurs, c'est une description qui me fait fortement penser au manuscrit 512 que j'évoquais tout à l'heure et qui a notamment inspiré Fawcett lors de sa recherche de la fameuse cité Z. En fait, la Terre creuse est une hypothèse qui remonte à l'Antiquité, mais elle a été popularisée au XVIIe siècle par l'astronome Edmond Halley, oui, celui qui a donné son nom à la comète de Halley. Et il avait proposé en fait que la Terre était composée de plusieurs couches concentriques séparées par des atmosphères lumineuses. Et il pensait que ces cavités pourraient abriter des formes de vie. Selon certaines traditions ésotériques, les habitants d'Agartha auraient fui à l'intérieur de la Terre pour essayer d'éviter des cataclysmes qui se seraient passés en surface. On pense au déluge ou à des guerres apocalyptiques. Et ce seraient même eux par la suite qui auraient inspiré les mythes des divinités ou des anges sur Terre. Et si Fawcett avait découvert une porte secrète menant vers ce monde caché? Parce que même les récits des Indiens Makuxi mentionnent la possibilité de faire des voyages vers ce monde intérieur. L'explorateur aurait pu volontairement ou par surprise en fait franchir les portes et arriver à Agartha. Ce qui est le plus mystérieux, je trouve, c'est qu'en fait les habitants d'Agartha, selon les croyances et les textes anciens, seraient des êtres dotés d'un savoir ancestral et d'une science incompréhensible pour l'humanité ordinaire. On pourrait imaginer que Fawcett, qui était déjà énormément connu et respecté pour ses aventures, aurait été choisi pour justement pénétrer ce royaume magique, mythique et souterrain. Qui sait, peut-être qu'un jour, lorsque les portes de ce royaume sacré se réouvriront, la véritable histoire de Fawcett pourra être révélée à l'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous? Aviez-vous déjà entendu parler du royaume souterrain d'Agartha? Pensez-vous que Fawcett a pu volontairement, car il n'avait pas en fait expliqué clairement pourquoi il appelait cette cité la cité Z, il l'appelait juste ainsi, Z étant la dernière lettre de l'alphabet, est-ce qu'il pensait que c'était le dernier endroit où il allait se rendre? Est-ce que c'était donc volontairement et en sachant très bien qu'il se dirigeait vers l'entrée d'Agartha qu'il a dit qu'on ne devrait pas le suivre? Est-ce la raison pour laquelle il a complètement disparu, lui d'ailleurs, et de nombreuses autres expéditions après lui? Et puis, est-ce que l'entrée d'Agartha se trouverait vraiment en Amazonie? Dites-moi tout ça en commentaire, j'attends avec impatience de voir vos théories. Si vous avez aimé cette vidéo, capturez vite le bouton like avant qu'il se fasse chahuter par un dauphin rose. Vous pouvez aussi regarder au générique de fin, je vais vous mettre des liens vers d'autres vidéos afin de continuer à explorer avec moi des lieux étranges et mystérieux.
D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis ciao. Oh là là. Et oui, c'est le bruit du voisin.